l'État vit essentiellement des hommes d'affaires. Il faut que moi aussi je participe à financer l'État plutôt que l'État ne me finance. J'étais convaincu qu'en travaillant en privé, on a plus de sous qu'en travaillant dans les institutions de l'État. Et je suis même convaincu encore jusqu'au jour. Et le malheur fut que Ndadaye fut tué, alors que c'était un ami personnel. Parce que même si je n'étais pas entré dans les institutions de l'État, je suis resté en contact étroit avec lui. D'ailleurs, depuis que j'étais rentré, on s'était vu 2 fois chez lui, à la maison. Quand il a été tué, j'étais en mission au Rwanda. Et comme ici, il y avait une instabilité générale, là, je vais préférer que je continue à prester mes services au Rwanda. Mais finalement, comme ma famille était déjà ici, j'ai dit, moi, je ne peux pas rester au Rwanda, il faut que je rentre. Et au moment de l'investiture du président Hagiamira, j'étais à Bujumbura. Et c'est lui qui m'a serré. Juste, vous voyez, au moment où on serre le président de la République, après son investiture, il m'a dit, Monsieur Domitien, tu restes ici. J'ai dit, je reste ici ou bien à Bujumbura. Il m'a dit, tu restes à Bujumbura, j'ai besoin de toi. J'ai continué à discuter avec des membres du FRODEBO comme M. Christian Sendeguer, à qui j'ai raconté mes préoccupations et à certains autres. Je dis, mais je dois attendre quoi? Il dit, c'est parce qu'il a quelque chose à vous confier. Bon, alors ils m'ont fait tout un cérémonial de conseil. Il faut respecter le président de la République. J'ai dit, ok. Puis ils m'ont dit, écoutez, toi tu es en train de courir derrière l'emploi, à moins que tu ne décides de rester pour de bon au Rwanda. Mais si tu veux réellement travailler au Burundi, il faut d'abord stabiliser le pays. Et si tu n'aides pas les autres, nous ne voyons pas en quoi tu auras été utile au pays. Alors ça m'a choqué. Et j'ai décidé d'attendre. Et comme par hasard, le lendemain, est sorti un décret comme quoi je devais être affecté à la PAF. J'ai dit au revoir à mon chef qui était malheureux évidemment. Puis j'ai commencé mes fonctions à la PAF. Après avoir évidemment fait la remise et reprise à Kigali et à la NHV, où j'étais directeur de département. Et c'est comme ça que je suis entré en politique, pas plus. Avec les négociations qui ont eu lieu entre le FRODEBO et les autres partis politiques qui avaient contribué au putsch. J'ai quitté la PAF. J'ai été engagé comme conseiller à la documentation nationale jusqu'en 1995, le 21 janvier, date où j'ai été arrêté au pont Moura, ici. Et que j'ai été conduit à la police de sécurité publique. J'ai passé 9 jours. Puis après, on m'a conduit à la prison centrale de Mhimba. J'ai passé 13 mois avant d'être blanchi et retrouver ma famille. J'étais accusé de beaucoup de choses. Si vous avez l'occasion de lire La Nation de janvier 1995, vous trouverez Ndayizeye dans tous les revues qui sortaient chaque jour. J'ai été le commandant général de la rébellion, le CNDD. Et j'ai été accusé comme tel. Et pourtant, c'était des travaux que je faisais au niveau de la documentation. J'étais accusé d'avoir distribué des passeports. J'ai été accusé, troisièmement, d'avoir attenté à la vie de Déo Sogedem là-bas.
Alors, sur le cas d'O, j'étais condamnable à la perpétuité. Avec le passeport, j'en avais pour 5 ans. Avec la rébellion, c'était couper la tête. Alors, bon, j'ai pris les taureaux par les cornes. Alors, j'ai pris des avocats. Peut-être aussi d'ailleurs, que j'ai pris pour plaider à ma faveur, c'était Feu Maître Nhaki Icha. C'était aussi Maître actuel Gédéon Mobiligi qui ont plaidé à ma faveur. Alors, pour le cas de la rébellion, le premier jour que je suis allé au tribunal, j'ai eu la liberté provisoire. Alors, pour ce qui est des passeports, j'ai été blanchi sans débat, sans beaucoup de débat. Pour ce qui est de Deos au GDM, j'ai été blanchi, je crois que je n'ai même pas trop plaidé là-dessus. Et puis je suis rentré un an après, alors que je travaillais pour le pays, mais qu'à cela ne tienne, c'est l'expérience de la vie, c'est comme ça. À ma sortie de prison en 1995, je m'étais dit à moi-même que je ne ferais plus la politique. C'était ma conviction intérieure. Parce que j'estimais qu'une année perdue, et comme j'avais des petits-enfants, c'était trop. Mais avec le coup d'État, je me suis impliqué dans la contestation du coup d'État. J'ai écrit beaucoup. J'ai envoyé beaucoup de documents à l'extérieur. Et si bien que j'étais identifié par les services de renseignement de Ouyoya. Et au mois, je crois, de février 1997, j'ai subi une fouille et perquisition à la maison où ils ont pris tout le matériel du Frodebou vers la police. Moi avec. Alors, ils ont tout imprimé. Je crois qu'ils avaient une montagne de documents. Et je crois qu'ils voulaient savoir si je n'étais pas impliqué directement encore dans ces histoires de rébellion. Ils voulaient avoir beaucoup d'informations pour savoir ce que nous faisions. Ce que j'ai constaté, c'est que ils n'avaient peut-être pas trouvé ce qu'ils voulaient, mais ils ont voulu me faire signer tous ces documents comme étant mes propres documents. J'ai dit non. Ce sont des documents du parti. Alors je disais, je vais signer, mais je vais écrire là-dessus que ce sont des documents du parti. Alors là, il y a eu des échauffourées entre la police et moi-même. Et si on peut parler de torture, c'est là où j'ai vraiment été torturé, parce qu'ils ont voulu me faire signer de force. J'avais des plaies un peu partout, dans le dos, sur les jambes. Et finalement, bon, ils m'ont laissé. Ils sont revenus plus tard avec un seau plein d'eau, et ça il faut le dire. Avec un seau plein d'eau, ils ont mis là-dedans de l'essence et ils ont mis des avocats là-dedans. Il fallait que je ramasse ces avocats avec ma bouche, ce qui est impossible, évidemment. J'ai été sérieusement tabassé si bien que j'ai eu une oreille qui était bouchée pendant un certain temps. Et finalement, ils ont décidé quelque chose que je ne savais pas. C'est que ils ont décidé à un certain moment, je crois que c'était le 7e jour, que personne ne pouvait me visiter. Et quelqu'un de la police, comme ça, est venu me dire, monsieur, Sendaïze, fais gaffe parce que à 16 heures, on va te conduire quelque part. C'était à Rukoko.
j'ai eu chaud. Alors, j'ai tout fait, j'ai truandé pour convaincre le policier qui me gardait de me permettre de voir une personne. Il a dit, on m'a empêché. J'ai dit, non, ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Vous serez entre nous, vous ouvrirez la porte, et toi tu vas rester à côté de la porte, et moi je vais lui parler. Tu entendras tout. C'était mon épouse, elle est venue. Le policier s'est intercalé entre nous deux et je lui ai montré, j'ai enlevé ma chemise et je lui ai montré les blessures que j'avais. Et je lui ai informé qu'à 16 heures, on allait me conduire à Lukoko. Et c'est plus tard que j'ai compris que il y avait un problème sérieux. Quel était ce problème sérieux? C'était le dossier Léonce Ngendakumana. Et vous savez que Léonce Ngendakumana a été convoqué à plusieurs reprises chez le procureur général. Qu'il y avait des choses qui avaient été truandées par Boutasi. Et comme par hasard, parmi les gens qui avaient été soudoyés par Boutasi, il y en a un qui est venu dire à Léonce exactement ce qui se passait. Et entre-temps, comme je n'avais pas encore été arrêté, nous avons eu l'occasion de l'appeler, de le filmer et de l'interroger. Alors il nous a dit toute l'histoire, l'argent qu'ils avaient reçu, comment ils étaient transportés à l'intérieur du pays pour choisir des gens qui devaient impliquer Léonce, etc. Là où ils louaient des maisons pour eux ici à Bujumbura. Alors nous avons tout enregistré sur film. Et puis après, nous avons enregistré tout. Nous avons dactylographié tout. On a fait la saisie. Et dans mon ordinateur, ce fichier était dedans. Mais il y avait un mot de passe. Et je me suis rendu compte qu'il m'interrogeait pour avoir ce mot de passe. Mais il ne fallait pas donner ce mot de passe. Donc ils n'ont pas pu tirer ce fichier là-bas jusqu'à ma sortie. Alors, quand je suis sorti, le dossier a continué. Et à un certain moment, je crois qu'il y a eu des pourparlers entre Buyoya, Léonce et les autres. Ils ont dit, écoutez, il faut ouvrir ce dossier quand même. Alors ils ont amené l'ordinateur qu'ils avaient récupéré. Puis j'ai mis le mot de passe et on a ouvert. Alors ils ont tout lu. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure qu'ils lisaient, ils avaient chaud et pourtant ils faisaient frais. Et je pense que c'est à la lecture de tous ces documents que le dossier a été classé. Alors la plupart des fois, les gens disent, ben voilà, Ndaïsa et Domitien, c'est lui qui a fait coffrer Manisha, ou alors la cicatrice qu'il a au front, c'est à la suite des tortures qu'il a subies à la PSP, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette cicatrice, je l'ai depuis 3 ans. Je l'ai depuis 3 ans. J'ai eu un accident avec mon oncle où j'ai mis les pieds dans les rayons alors que j'étais derrière et puis on a fait la culbute. J'ai failli passer parce que tout ça s'était ouvert. Je sais qu'il était commandant de la PSP, mais il faisait son boulot. J'ai même eu l'occasion de lui dire, quand j'étais interrogé en 1995, et le jour où vous allez le croiser, il vous le dira. Je dois dire que j'étais trop harcelé parce qu'ils étaient deux à m'interroger chacun à son tour. Si bien que je passais toute la nuit sans dormir. Et ils avaient le temps de dormir. Alors j'ai eu l'occasion de leur dire, mais vous êtes vous des professionnels. Et je lui disais, le jour où je serai en chef, j'ai dit, je vous donnerai un bon poste. Évidemment, ils se sont foutus de ma gueule parce que moi j'étais leur bourreau et
Ils ne voyaient pas, ils ne pensaient pas qu'un bon jour je serais un chef d'État. Moi-même, je n'y pensais pas du tout. Mais il se fait que ça a été ainsi. Si bien que, malgré tout cela, étant convaincu que nous devons plutôt donner de bons exemples, surtout quand vous êtes devant les autres, je n'ai jamais eu, quand j'étais chef d'État, à poursuivre des gens, soi-disant que j'étais torturé. J'estimais que c'était une situation de l'époque, mais qu'il faut éradiquer en transformant les institutions, en donnant beaucoup plus de discipline. Ce n'est pas en poursuivant une personne que vous allez changer le cours des événements. Et ce qui compte, c'est que ce qui m'est arrivé n'arrive pas aux autres. Et ça, on ne peut y arriver qu'en transformant les corps de défense et de sécurité pour qu'ils voient dans cette ligne. C'est la même chose que ce qui s'est passé quand j'étais en prison en 2006. Je sais que ce qui s'est passé en 2006, non seulement c'était honteux, mais c'était vulgaire. Je dis vulgaire pourquoi? Parce que même un petit gamin, il pouvait savoir réellement ce qui s'est passé. Moi, je disais aux gens pourquoi. Vous parlez des réunions qui se sont passées à Rumongue et à Muyinga. Vous parlez des gens qui sont venus à la maison, des hautes autorités. Je dis admettons. J'ai 34 militaires à la maison. Ce sont vos gens. Interrogez tout le monde si un jour quelqu'un m'a vu ouvrir la porte. Interrogez-les, demandez-leur si ils ont vu un jour Kadege entrer chez moi. S'ils ont vu tel colonel dont vous parlez entrer chez moi. Je dis ça, ce sont vos témoins. Ce ne sont pas mes témoins. Parce que ce sont des gens qui travaillent pour vous, les institutions. 2. Quand je quitte ici pour aller à Ngozi, Ngozi, Kayanza, n'importe où, je dois aller demander un ordre de mission pour les militaires qui m'accompagnent. Alors je dis, allez demander à la BSPI, à la brigade, s'il y a un ordre de mission que j'ai demandé un jour pour aller à Rumongue, pour aller à Ruyigi ou pour aller quelque part. Parce que je savais où je m'étais déplacé. Pendant toute l'année, je quittais ici, j'allais à Watiston, j'allais à Kayanza. Point. Je n'ai été ni à Ngozi ni ailleurs. Une seule fois, je me suis déplacé sur Bururi pour aller à l'enterrement de Monseigneur Boudoudira. Alors, c'est pour cela que moi, quand les gens disaient que j'ai fomenté un push, j'ai dit, vous courez, vous ne prouverez jamais cela. Parce que d'abord, pour faire un putsch, il faut avoir des militaires. Je n'en ai pas un seul. Même ceux que j'ai, ce sont les vôtres. Donc c'est pour ça que j'étais à l'aise. Et c'est dans cet esprit que je viens de vous dire que moi-même, après avoir été blanchi, j'ai décidé d'aller voir Rajabou à la prison de Mimba. Ce n'était pas pour me foutre de sa gueule, mais c'était pour lui transmettre ma compassion de ce genre d'injustice, mais aussi pour lui montrer que je ne lui en tiens pas rigueur tant que ça, mais que plutôt il faut avoir beaucoup plus un esprit de changer les choses plutôt que de vous vouloir s'embourber là-dedans. Et c'est dans ce sens que j'aimais me revoir au tribunal. Et moi, je demanderais à tout le monde plutôt qu'il agisse dans cette voie, parce que c'est ça qui construit. Je suis convaincu de cela. Quelle était, au fond, votre vision de la démocratie et d'une gestion démocratique du pays? Comme je vous ai dit, je rêvais d'un Burundi paisible, parce que j'avais souffert beaucoup de l'exil. Vous savez, quitter le Burundi à 19 ans, on ne connaît pas beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à savoir. Et à l'extérieur, il y a eu beaucoup d'interrogations, mais peu de réponses.
Et puis, je m'étais rendu compte que, quoi qu'on fasse, qu'on soit pauvre, qu'on soit malheureux, il faut l'être chez soi. Alors, ce qui m'intéressait, c'était que le Burundi devienne paisible, le Burundi devienne un pays où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, le Burundi devient un pays où il y a une libre expression. Si j'aime bien avoir la parole, je dois la donner aux autres. Si j'aime bien la paix, je dois aussi la donner aux autres. Ce sont des principes très simples. L'amour, rukundo, aimer son pays, aimer ses compatriotes. C'est à partir de ce moment que vous pouvez bien les servir. Et vivez en suivant ces principes. Et je suis sûr que tout ce que vous ferez sera apprécié par vos collègues, sera apprécié par vous-même, même si vous ne le voyez pas, les gens le verront. Moi, c'est cela ma vie. Et c'est ce que doivent comprendre les policiers, les gens chargés de la sécurité des Burundais. Nous allons provisoirement arrêter ici notre entretien avec le président Domitien Ndayizeye. Nous reviendrons plus tard sur la deuxième et dernière partie de l'entretien pour comprendre comment le président Ndayizeye a vécu la longue palabre de dialogue et de négociation entre les différents protagonistes sociopolitiques du conflit burundais et comment la thérapie sociopolitique d'Arusha s'est conclue par un accord sur lequel le pays s'est bâti depuis. Nous restons aussi intéressés à savoir quelle est sa vision du développement économique et comment il considère aujourd'hui son rôle comme sénateur à vie. À la prochaine fois. Bon, Excellence, Monsieur le Président Domitien, merci de nous accueillir à votre demeure. Les fils et les filles de ce pays ont été longtemps préoccupés par la dignité humaine et le potentiel de libération des énergies intérieures pour le développement qu'offre l'ouverture à la démocratie. Vous-même avez entretenu ce rêve démocratique avec détermination. Vous l'avez fait au MEPROBA, puis au FRODEBU. Mais comme vous l'avez vu, changer les positions sociales, changer les jeux d'intérêt et les configurations sociales considérées à tort ou à raison comme des droits acquis ne va pas sans tension, sans confrontation et même sans drame. En 1993, on a vu la victoire du FRODEBU suivie de façon dramatique par la mort du président Dadaye et de ses proches collaborateurs. Et cela a généré une longue période d'instabilité institutionnelle. Et la suite de ces drames et des blocages politiques et institutionnels que cela a entraîné, tout cela a conduit le pays dans une longue palabre de dialogue, de négociation. Et cette période est très riche d'enseignements. Vous y avez eu une part assez importante
Nous serions heureux de comprendre comment vous avez vécu tout cela. En 1993, le président Dadaye et ses proches collaborateurs sont tués. Le rêve démocratique n'a pas le temps de durer. Comment avez-vous vécu la décapitation justement de la démocratie et quelle est l'analyse que vous faites de ce refus de la démocratie? Le 21 octobre 1993, c'est une journée, une nuit cauchemardesque. Soirée là-bas, j'allais quitter Kigali à 18h. Nuit était un ami d'école qui m'a arrêté et qui m'a dit, écoutez, tu es rentré sans me le dire et il faut qu'on partage un pot. Et puis je suis resté la nuit. Et le matin, alors que je prenais mon véhicule pour rentrer, un ami m'a dit, écoutez, où est-ce que tu vas? Je dis, je rentre. C'était Jean Batungwanayo. Et nous ne savions pas quoi faire. Je ne savais pas rentrer. Et nous ne savions plus pas à quel sens se vouer. Pourquoi? Parce que nous ne parvenions pas à trouver une connexion avec les dirigeants burundais. Mais j'étais préoccupé très sérieusement par cette situation qui m'a révolté. Parce que c'est une situation qui risquait de me condamner encore une fois à l'exil. J'ai assisté, comme beaucoup d'autres, à ce qui se passait ici. Comme on n'était pas ici, on n'était pas maître du jeu. Mais nous estimions qu'il fallait trouver une solution. Quel genre de solution? C'était que le Burundi se ressoude. Une situation qui était difficile à contenir, d'autant plus que dans la sous-région, il y avait encore des tourbillons. Vous savez, le Rwanda qui était en guerre. Vous voyez le Congo avec ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez avec les armes qui tournoyaient autour de la sous-région. La situation était difficile à contenir. Donc, nous avons assisté comme les autres à la situation qui évoluait au Burundi. Ce n'est qu'à notre retour au mois de février pour l'investiture du président Ntaryamira que nous avons appris plus. Appris plus que les différents acteurs politiques burundais, les différentes autorités burundaises ont fait le tour du pays pour calmer le jeu, c'est-à-dire pour conseiller les gens à éviter les affrontements. Mais où la déstabilisation du pays était totale, étant donné le comportement des militaires à l'intérieur du pays, étant donné le comportement des Burundais qui étaient entrés en rébellion. Trouver une solution, c'était extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle moi je comprends la difficile position des autorités du parti Sawanya Frodebu à trouver une solution qui pouvait ramener la paix très rapidement dans notre pays. Et c'est dans ce sens que j'ai compris moi-même la nécessité de négocier. La nécessité de négocier avec ces tombeurs. Je dis avec ces tombeurs, malgré la position forte politique dans laquelle se trouvait le parti Sawanya Frodebu, eu égard aux résultats des élections. Et cette situation ne plaisait pas à tout le monde, je sais. Cette situation a mis en difficulté le président Ntibantunganya, qui était alors intérimaire de facto, et où lui-même et certains autres devaient convaincre ceux qui, pour la plupart, estimaient qu'il n'y avait pas d'autre solution que de prendre les armes. Et à un certain moment, nous-mêmes, étant ici, nous nous sommes rendus compte que une fois que nous nous mettions en opposition avec ceux qui avaient pris les armes, il allait y avoir un divorce. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé plus tard. Quelle analyse vous faites justement de ce refus de la démocratie? La démocratie est une étape dans laquelle passent différentes sociétés. Il y a eu la royauté, il y a eu les périodes de coups d'État. Il a fallu qu'il y ait
cette période de démocratie, qui somme toute à voir l'évolution de notre société constitue des étapes dans la vie de notre société. Il faut les prendre comme ça, parce que même l'Europe n'est pas née avec ses convictions de démocratie. Pour qu'il y ait un changement de régime, ceux qui s'y plaisent veulent toujours y rester. Ceux qui veulent le changement ne peuvent y arriver quelquefois qu'en forçant, étant donné que ceux qui y sont non seulement veulent y rester, mais ont beaucoup de moyens d'imposer qu'ils y restent. C'est pour cela qu'il existe des révolutions. Nous devrions profiter de ces expériences et accepter beaucoup plus facilement les réformes nécessaires, plutôt que de nous engager d'abord sur la voie des violences, plutôt que de nous engager sur la voie des révolutions. Et moi je dis encore une fois, ceux qui ont voulu nous maintenir dans une situation de coup d'État et contre la démocratie, moi je considère que ce sont des gens qui ne comprennent pas l'évolution des sociétés. Parce que quand la société a décidé d'évoluer, vous pouvez ralentir, vous pouvez la ralentir, mais vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous voyez, on a dû aller à Arusha pour revenir encore une fois à la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est à rude épreuve, mais tout le monde ne jure que par la démocratie, même ceux qui la violent. C'est que donc cette vision s'impose à notre société aujourd'hui. Celui qui serait mal, il ne devrait pas s'intercaler ou s'interposer ou la refuser. Parce que cette démocratie risque plutôt de l'emporter dans cette vision révolutionnaire. Vous savez que la révolution est brutale. Quel est le rôle que vous jouez pendant cette longue période justement de négociation? Comme ma contribution, mon point de vue, j'ai dit à plusieurs reprises que tant que les démocrates n'ont pas trouvé une place dans les corps de défense et de sécurité, le Burundi n'aura pas la paix. J'ai dit à plusieurs reprises également que tant que ceux-ci ne sont pas respectables et respectés dans l'exercice de leurs fonctions, nous n'aurons pas la paix au Burundi, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis. Et qu'il fallait qu'on se mette d'accord sur cela. Et je crois que l'avenir nous a donné raison.